Je n'avais jamais manqué un dîner du samedi depuis 14 ans. Pas une seule fois. Pas même après des semaines de 80 heures au cabinet. Pas après des nuits entières à boucler les rapports de fin d'année. Pas même l'été où je m'étais foulé la cheville et où je boitais avec des béquilles. Mon père, Henri, disait toujours que j'étais la fille fiable. Celle qui se souvenait des anniversaires, qui apportait du pain frais de la boulangerie, qui se présentait toujours. Ce soir-là, j'ai conduit 30 minutes jusqu'à la maison de mes parents, une petite maison de ville à Nice, avec une marmite de bœuf mijoté fumant à côté de moi. Je l'avais laissé cuire toute la journée comme mon père l'aimait. Du bœuf tendre, des carottes, des pommes de terre et beaucoup de vin rouge. L'odeur du thym et des oignons remplissait la voiture, m'enveloppant de souvenirs. Cette odeur signifiait toujours la famille. La lumière du Porsche brillait quand je suis arrivé. Une douce lueur ambrée se répandait dans le crépuscule, comme si quelqu'un m'attendait. Je me suis garé soigneusement, en évitant la place de Marc. C'est mon petit frère. Il revendiquait toujours la place la plus proche du portail. J'ai monté les marches en briques, la marmite lourde dans mes bras. Une routine bien rodée. Droite, gauche, pause sur la deuxième marche parce qu'elle bougeait. Je n'ai pas sonné tout de suite. Je tendais la main vers la poignée quand j'ai entendu mon nom. Mélanie ne dira rien. Elle ne refuse jamais à la famille. La voix d'Henri. Calme. Je me suis figée, les mains suspendues près de la porte. À l'intérieur, les voix résonnaient sur le carrelage. Ma mère, Jeanne, avait l'air inquiète. Mais 200 000 marques? C'est de la folie. Comment as-tu? Peu importe comment, coupa Marc sèchement. Ce qui compte, c'est de couvrir ça avant qu'il regarde de plus près. Puis la voix d'Henri, posée. On va s'en charger. Mélanie vient d'être promue. Analyste financière senior à Lyon. Elle doit gagner quoi, 140 000 maintenant? La marmite n'a pas bougé dans mes mains. Mais quelque chose en moi, oui. Je suis restée parfaitement immobile, comme si bouger pouvait briser quelque chose. La poignée de porte était glacée sous mes doigts. La chaleur du plat s'échappait lentement du pot en céramique. À l'intérieur, les voix continuaient, comme si je n'existais pas. Pense à ces primes, dit Marc. Probablement plus que 140. Ma mère soupira. Elle travaille tellement dur. Ça a toujours été le cas. Un silence. Puis Jeanne reprit, plus doucement, comme pour se convaincre elle-même. On lui dira que c'est pour le toit. Il fuit. Peut-être 30 000. Et plus tard, des frais médicaux. Marc coupa. On étale. Elle paiera. Elle paie toujours. Tu te souviens du prêt pour l'entreprise? 20 000, dit Henri. Sans poser de questions. Et elle n'a jamais demandé qu'on lui rende. Et sa prime d'embauche, ajouta Marc. 40 000. Donnée comme ça. Il eut un rire sec. Qui fait ça? Elle croit encore qu'on est une vraie famille. C'en est presque triste. Jeanne ne rit pas. Ne parle pas de ta sœur comme ça. Elle est naïve, maman. Elle croit qu'arriver avec un ragoût veut dire quelque chose. Je ne pouvais pas bouger. Ni même cligner des yeux. Je me voyais encore et encore, les bras chargés, le cœur ouvert, sans jamais soupçonner qu'on me vidait peu à peu. La voix d'Henri resta stable. On déteste lui mentir. Ce n'est pas mentir, répliqua Marc. C'est la famille. Son argent, c'est l'argent de la famille. Elle n'a ni mari ni enfant. Elle dépense ça pourquoi de toute façon? Ce fameux appartement? L'appartement pour lequel j'avais tout sacrifié. Celui qui donnait sur un grand parc, avec une porte qui se verrouillait. Le seul endroit qui m'appartenait vraiment. Elle ira bien, conclut Henri, comme un juge frappant son marteau. Elle gère toujours les choses. C'est comme ça qu'elle est. La voix de Jeanne trembla. Tu es sûr qu'il n'y a pas une autre solution? La voix de Marc se fit plus basse. À moins que tu préfères me voir en prison pour fraude? Un silence. Non. C'est la seule solution. Mon avocat dit que si je rembourse vite, ça restera peut-être civil. Évasion fiscale. Fraude. Mon frère. Celui dont il se vantait auprès des voisins, des collègues, des inconnus au marché. Il ne traversait pas juste une mauvaise passe. Il enfreignait la loi. Et ils étaient prêts à me faire payer pour ça. Je reculai de la porte, en prenant soin d'éviter la brique branlante. Mes mains étaient moites. La marmite faillit glisser. Je la rattrapai à temps. Pas un bruit. Aucun signe de ma présence. Il ne devait pas savoir que j'avais entendu. Je ne sais pas comment j'ai réussi à atteindre la voiture sans m'effondrer. Mes jambes semblaient creuses, comme si je flottais au-dessus du trottoir. Le ragoût refroidissait sur mes genoux, comme une blague que je ne comprenais plus. Je ne suis pas partie tout de suite.
Je suis resté là à écouter les cigales et les rares voitures traverser la nuit niçoise. Mon téléphone vibra dans le porte-gobelet. Un message de Jeanne. Où es-tu, ma chérie? Le dîner est prêt. Mon pouce resta suspendu. Puis j'ai tapé. Désolé, on m'a appelé au travail. Audit urgent. On remet ça. 3 petits points apparurent. Puis sa réponse. Ça ne peut pas attendre? Je savais ce qu'elle dirait ensuite. Le toit. Comme il l'avait prévu. Désolé maman. Le patron dit que c'est urgent. Je t'embrasse. Je ne suis pas rentrée chez moi immédiatement. J'ai roulé sans but, passant devant des stations-service, des taquerias, des quartiers où personne ne me connaissait. J'avais besoin de mouvement, pas de souvenirs. Quand je suis finalement entrée dans le garage de mon immeuble, le ragoût était froid. Je l'ai laissé sur le siège et je suis montée les mains vides. Dans l'appartement, je n'ai pas allumé la lumière. Je suis restée près de la fenêtre, à regarder les lumières de la ville trembler à travers les feuilles de palmier. Et quelque chose s'est fissuré en moi. Pas encore de la colère. Juste une clarté fatiguée. Je leur avais donné 40 000 années de mon diplôme, puis vécu de nouilles instantanées et de café. J'avais donné 20 000 à Marc quand son entreprise avait coulé. J'avais payé des anniversaires quand l'argent manquait. Je n'avais jamais demandé qu'on me rembourse. Je pensais que c'était ce que faisaient les filles. Ce que faisaient les sœurs. Ce que faisait la famille. Mais maintenant, je connaissais la vérité. Ils n'avaient jamais vu cela comme de la gentillesse. Pour eux, c'était une capitulation. Quand je me suis couchée, un plan commençait déjà à se former. Silencieux. Résolu. Tranchant. Je n'allais pas leur montrer que je savais. Pas encore. Le lendemain matin, je n'ai même pas pris de café. À la place, j'ai agi. Je me suis assise à la table de ma cuisine et j'ai ouvert tous mes comptes. Courant, épargne, investissement, même mon ancien plan retraite de mon premier emploi à Bordeaux. J'ai transféré chaque euro vers de nouvelles banques. Des banques dont ma famille ignorait l'existence. Puis j'ai appelé les services clients, alerte fraude, blocage des comptes communs, nouveaux mots de passe, double authentification, nouvelles questions de sécurité. Mon téléphone vibrait sans arrêt. Appel de Jeanne. Henri. Marc. Je les ai tous ignorés. À la place, j'ai envoyé un courriel à ma supérieure, Suzanne Richard. Objet, simple, personnel, urgent. Suzanne était une femme affûtée, la cinquantaine passée, sans enfant. Le genre de personne qui donnait l'impression d'avoir mené chaque bataille et de les avoir toutes gagnées. Quand je suis entrée dans son bureau, elle n'a pas souri. Elle m'a simplement fait signe de m'asseoir. J'ai besoin de conseils, ai-je dit. Pas juridique, pas encore. Mais personnel. Et ça pourrait affecter mon travail. Elle a hoché la tête. Continue. Je lui ai tout raconté. La conversation surprise derrière la porte. L'argent donné au fil des années. La fraude de Marc. Le plan qu'ils avaient préparé. Et mon propre plan, disparaître, au moins financièrement. Suzanne a écouté, les bras croisés, le visage se fermant un peu plus à chaque détail. Quand j'ai terminé, elle s'est penchée vers moi. Premièrement, vous gérez ça mieux que la plupart des gens. Deuxièmement, il vous faut un avocat. Pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, mais parce qu'il pourrait retourner la situation contre vous. Troisièmement, il vous faut des preuves. Chaque euro. Chaque demande. Documentez tout. J'ai ouvert le tableau que j'avais commencé la veille. 5 ans de virement. Date. Note. Urgence de Marc. Facture médicale de maman. Suzanne a laissé échapper un léger sifflement. Presque 200 000 euros. Ma gorge s'est serrée. Je n'arrivais plus à parler. Sa voix s'est adoucie. Une dernière chose. Il y a un poste libre dans notre bureau de Londres. Même titre, meilleur salaire, et un océan entre vous et ce chaos. Londres, ai-je murmuré. Vous auriez notre soutien. On s'occuperait du transfert. Je n'ai pas répondu. Mais quelque chose en moi avait bougé. Cet après-midi-là, Marc a finalement réussi à me joindre. Je ne sais même pas pourquoi j'ai décroché. Peut-être parce que je voulais entendre comment il allait essayer de manipuler l'histoire. Bon sang, Mélanie, où étais-tu? Au travail, ai-je répondu sèchement. Tu sais, ce travail que tu considères comme une mine d'or. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis occupée. Qu'est-ce que tu veux? On doit parler. En famille. Impossible. J'ai des projets. Plus importants que la famille? Je n'ai pas hésité. Le genre de projet où personne n'essaie de me voler 300 000 euros. Silence. Je ne vois pas de quoi tu parles, dit finalement Marc.
Fraude fiscale. Escroquerie. Tu comptais me faire payer. Il a ri nerveusement. Donc tu écoutais. J'apportais un ragoût, ai-je lancé sèchement. Tu te souviens? Le dîner familial auquel je croyais encore. Mélanie, écoute. Ce n'est pas ce que tu crois. C'est exactement ce que je crois. Tu as tout organisé. Tu as même dit qu'il devrait pleurer si nécessaire. Tu m'as traité de naïve. Je suis dans une situation terrible. Tu aurais dû y penser avant de violer la loi. Tu vas vraiment me laisser aller en prison pour de l'argent? De l'argent que tu peux te permettre? J'ai fermé les yeux. Je ne pouvais pas me permettre les 40 000 € que j'ai donnés à papa et maman. Ni les 20 000 que je t'ai donnés. Je ne pouvais me permettre aucun de ces virements. Mais je l'ai fait parce que je pensais que c'était ça une famille. Silence. Lourd. Je t'en supplie, dit-il. Supplie quelqu'un d'autre. J'ai raccroché. Les messages ont commencé immédiatement. Marc. Jeanne. Henri. Je n'ai répondu à aucun. Mercredi, quelqu'un a frappé dans le hall du bureau. Jeanne se tenait là. Elle paraissait plus âgée. Les cheveux détachés, les yeux rouges. Elle a contourné la sécurité et m'a rejointe près des ascenseurs. Mélanie, s'il te plaît. Parle-moi. Je me tenais là, dans mon tailleur bleu marine et mes talons, le marbre froid sous mes pieds, pendant que ma mère pleurait. On peut parler, ai-je dit. Ici. Elle a tressailli. On ne pourrait pas aller quelque part de plus privé? À propos de Marc? Oui, je sais. Fraude. Évasion fiscale. Ses yeux se sont remplis de larmes. Il m'a dit qu'il avait fait des erreurs, mais c'est ton frère. Non. C'est ton fils. Aide-le. Nous n'avons pas cet argent. Tu le sais. Alors peut-être qu'il n'aurait pas dû commettre un crime. Sa voix s'est brisée. Comment peux-tu être aussi froide? Ce n'est pas toi. Tu as raison. L'ancienne moi aurait signé le chèque. L'ancienne moi croyait que l'amour signifiait se sacrifier. L'ancienne moi croyait quand vous disiez que la famille s'entraide. Elle avait l'air perdue. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que l'ancienne moi est morte sur votre porche ce soir-là. Elle est restée immobile. Tu ne penses pas vraiment ça. Je me suis penchée vers elle, la voix basse. Tu disais que je ne dirais jamais non. Que je ne comprenais pas comment fonctionne le vrai monde. Que je finirais par céder si tu pleurais. Cette fois, ses larmes étaient réelles. Pas jouées. De la peur. Tu étais désespérée, murmura-t-elle. Non. Tu étais avide. Ce n'est pas la même chose. Elle a tendu la main vers la mienne. J'ai reculé. Et je l'ai laissée là, seule dans le hall, sous les lettres dorées du nom de mon cabinet. Je ne me suis pas retournée. Le jeudi s'est écoulé dans le silence. Pas d'appel. Pas de message. Pas de visite surprise. Pendant un instant, j'ai cru que c'était terminé. Qu'ils avaient enfin compris. Mais vendredi après-midi, alors que je rangeais mon bureau, la réceptionniste m'a appelé. Mélanie, quelqu'un du service juridique est en bas. Un huissier. Mon estomac s'est noué. Puis j'ai expiré. Faites-le monter. Il est arrivé avec une grande enveloppe beige. Pas de regard. Pas de parole. Juste une signature griffonnée et un départ discret. À l'intérieur, une plainte officielle. Mes parents me poursuivaient en justice. Ils affirmaient que l'argent que je leur avais donné toutes ces années était en réalité des prêts. Et que ma demande de remboursement leur causait une détresse émotionnelle et des difficultés financières après que j'avais coupé le contact. C'était absurde. Tellement absurde que j'ai éclaté de rire à mon bureau. Pas un rire franc. Un rire creux. Celui qui surgit quand l'incrédulité devient de l'épuisement. Il n'essayait pas seulement de me faire culpabiliser. Il voulait me punir. J'ai appelé Caroline Kim, l'avocate que Suzanne m'avait recommandée. Efficace. Direct. J'ai scanné les documents et les lui ai envoyés par courriel. 10 minutes plus tard, elle me rappelait. Ils n'ont aucune affaire solide, dit-elle. Aucun contrat, aucun document, rien qui prouve qu'il s'agissait de prêt. C'est du harcèlement classique. On peut contre-attaquer? Ai-je demandé. Bien sûr. Nous pourrions réclamer des dommages et intérêts, détresse morale, voire diffamation. J'ai hésité. L'idée me donnait la nausée. Non. Je ne veux pas leur argent. Je veux juste qu'ils sortent de ma vie. Un silence. Puis la voix douce de Caroline. Je comprends. J'ai refermé le dossier, l'ai glissé dans mon tiroir et j'ai tourné la clé. Ce week-end-là, j'ai commencé à faire mes cartons. Pas seulement pour Londres. Pour une vie sans des gens qui me voyaient comme un carnet de chèques en talons. Les déménageurs étaient prévus mardi.
Tout le week-end, j'ai trié des boîtes d'objets que je pensais garder pour toujours. Des livres de cuisine avec l'écriture de Jeanne dans les marges. Des photos de fêtes encadrées où j'étais toujours derrière l'appareil. Je les ai emballées soigneusement. Puis j'en ai laissé la plupart derrière moi. Dimanche matin, Marc a rappelé. Le numéro était inconnu. Sans réfléchir, j'ai décroché. Tu vas vraiment me laisser aller en prison? Je ne te laisse rien faire, ai-je répondu. Tu y vas parce que tu as commis des crimes. Sa voix s'est brisée. Je peux tout perdre. Moi aussi, ai-je dit. J'ai perdu ma famille, ma confiance, la croyance que tu te souciais de moi comme d'une personne, et pas seulement comme d'un portefeuille. Silence. J'avais peur, murmura-t-il. Je ne savais pas quoi faire. Tu l'as planifié. Tu en as ri. Tu leur as expliqué comment me mentir. Je ne voulais pas te faire du mal. Tu n'as même pas pensé à moi. Il a essayé encore. Mélanie, s'il te plaît. Je t'en supplie. Je t'ai déjà répondu. Supplie quelqu'un d'autre. J'ai raccroché. Puis j'ai bloqué le numéro. Plus aucun appel. Plus aucun message. Ils avaient enfin compris que la porte était fermée. Lundi, je me tenais dans mon appartement à Nice à moitié vide, regardant la vie que j'avais construite. Chaque centimètre gagné. Chaque euro arraché au travail. Je n'ai pas pleuré. J'ai fermé ma dernière valise et laissé un mot pour les déménageurs. Londres. 2 chambres. Vue sur la rivière. Cette nuit-là, j'ai dormi mieux que depuis des années. Pas parce que tout était réparé. Mais parce que j'avais cessé de faire semblant. Tôt le lendemain matin, en vidant la cuisine, je l'ai trouvé. Caché derrière de vieux moules à gâteaux et un plat ébréché que je n'utilisais plus. La marmite. Toujours propre. Toujours lourde. La même que j'avais portée ce samedi soir, pleine de chaleur, d'espoir, de romarin et de bœuf, persuadée que j'entrais dans une maison remplie d'amour. J'ai passé mes doigts sur le bord. Ce n'était que de l'acier et de l'émail. Mais d'une certaine façon, elle contenait tout. Tous les repas préparés. Toutes les chances offertes. Toutes les façons dont il m'avait vidé, en souriant. Je n'ai pas pleuré. Je l'ai simplement soulevé, me suis tournée, et je l'ai laissé tomber dans la poubelle de la cuisine. Le bruit métallique n'a même pas été fort. À l'aéroport, carte d'embarquement à la main, j'ai reçu un dernier message d'un numéro inconnu. Mais je savais qui c'était. Jeanne. Je suis désolée. Pas d'avoir eu besoin d'aide, mais de la façon dont nous avons essayé de l'obtenir. Tu méritais mieux. J'espère qu'un jour tu pourras nous pardonner. Je l'ai regardé longtemps. Puis j'ai répondu. J'espère qu'un jour vous mériterez le pardon. J'ai éteint mon téléphone et je me suis dirigée vers la porte d'embarquement. 6 mois plus tard, la nouvelle est arrivée par Caroline. Marc avait été condamné. 18 mois de prison fédérale. Fraude fiscale. Escroquerie électronique. Dissimulation d'actifs. Mes parents avaient vendu leur maison à Nice pour payer les frais d'avocat. Ils avaient quand même presque tout perdu. Ils vivaient maintenant chez ma tante dans le sud du pays. Je n'ai ressenti ni satisfaction, ni culpabilité, ni même colère. Ils étaient devenus des noms. Des personnes appartenant à une vie qui n'était plus la mienne. À Londres, le ciel changeait sans cesse. Gris, puis argenté, parfois presque lumineux. J'avais un appartement d'angle avec des murs de briques et une vue sur la rivière. Je m'étais fait des amis. De vrais amis. Des collègues qui m'appréciaient pour plus qu'une signature au bas d'un chèque. Parfois, les dimanches silencieux, je faisais encore un ragoût. Juste pour moi. Pas parce qu'il me manquait. Mais parce que je me souvenais de la femme qui croyait qu'apporter un plat chaud signifiait apporter de l'amour. Cette femme n'existait plus. À sa place se tenait quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui savait qu'un amour sans respect est une dette déguisée. Que partir n'est pas abandonner. C'est se souvenir de qui l'on est. Et parfois, la seule personne qui se présente vraiment pour vous. C'est vous-même. Si vous vous êtes déjà retrouvé devant une porte, la chaleur dans les mains et l'espoir dans le cœur, pour entendre une vérité qui vous brise. Je vous vois. Vous ne devez aucune excuse pour vous être sauvé. Si vous avez déjà été celui ou celle qui donnait en silence, écrivez un mot que vous auriez voulu entendre. Quant à moi, j'ai enfin choisi de me choisir. Et j'espère que vous le ferez aussi. But I've never played it because it was kind of old, but I'm down to play it. A Way Out. Okay, great. Okay, well then maybe this is our list then. I think this is good. Stanley Parable is an interesting decision-making game. Interesting. How many games do you have under 30-minute playtime in? Like all of these? Actually, no, that's a lie. Maybe League. No, all of them are at least an hour. That's about it. That's all I've got.
What is Stanley Parable? Stanley Parable? Phasmophobia? I was not good at that game. What the hell is this? Why is that Markiplier? That's Markiplier, right? Did he play this game? What is this? Peak? Thank you for the 10 stream streak, random. W Mark, it is him. Oh my god. What's one long game you completed? Well, I played It Takes Two with people. I played Split Fiction. I've completed... Have I ever completed any games? Oh, I've completed... What is it called? Wait, what is it called? Wait, wait, hold, wait. That one game. You know that one game, right, guys? No, you know that one game. Wait, thank you for the follow, Starco. You know that one game I'm talking about, right? Hold on. It's called... I lost it. I forgot. You guys know what I'm talking about. She can't even complete a sentence. I don't remember. Oh my god. 6-7 the game. Oh my god. Stop. The robots. It's not Cyberpunk. What the hell is it called? Detroit Become Human. Detroit Become Human. Oh my god. I've completed that. That was peak. I like Detroit Become Human. I really like that type of game. So any games like that, I would love to play. Oh my god, that was so hard. I was like, Cyberpunk. Well, then obviously left a strong impression. Okay, well, I just forgot. You did